Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je continue mon propos. Alors, la question que nous nous posons maintenant, c'est, nous avons vu ce matin, enfin tout à l'heure, le problème des différents contaminants, la multiplicité des contaminants, le fait que nous sommes exposés jour et nuit à tous ces mélanges de molécules. Et ce que veut le public, c'est avoir une sécurité totale. C'est logique, chaque personne voudrait être protégée le mieux possible. Et pour pouvoir être protégé, chacun se dit, il n'y a qu'à publier des normes. Il n'y a qu'à publier des normes qui permettront de définir... Attendez, je vais enlever mon téléphone. Je ne sais pas si c'est lui qui interfère, comme ça ira mieux. Il n'y a qu'à publier des normes de qualité qui permettront de nous protéger. Alors la difficulté, c'est d'arriver justement à fabriquer ces normes. Et des normes qui seront adaptées à toute la population. Et donc, nous nous retrouvons avec le problème de ce mélange de molécules, des effets à court terme, à moyen terme et à long terme, avec des expositions qui sont chroniques toute la vie ou subchroniques pendant de plus courtes périodes. Et nous avons les risques biologiques, les risques chimiques et les risques physiques. Ils proviennent de l'alimentation, des emballages des aliments, et donc nous avons des normes internationales ou des normes nationales pour les produits alimentaires, pour les emballages de produits alimentaires. Nous avons des normes pour la qualité de l'air extérieur, qualité de l'air intérieur. Nous avons des normes pour l'eau potable, pour les rejets d'eau usée dans l'environnement, des normes sur la qualité des sols, des normes sur les épandages de boue, de stations d'épuration, des normes pour la qualité des matériaux avec les émissions de polluants volatiles. Et donc finalement, nous avons une multitude de normes qui devraient satisfaire tout le monde. Et pourtant, la majorité des consommateurs sont inquiets, ne sont pas rassurés par tous ces éléments et considèrent qu'il en faudrait encore plus. Donc il faut pouvoir développer des normes de qualité pour protéger la population et protéger la santé pour tout le monde, du plus sensible au plus résistant. Alors, y en a-t-il trop actuellement? Trop de normes, parce que finalement, plus nous développons des standards de qualité, plus les contraintes deviennent difficiles pour la production industrielle. Est-ce qu'on n'en a pas assez? Un certain nombre de consommateurs considèrent être mal protégés et voudraient encore plus de normes. Tout cela coûte très cher, parce qu'en améliorant la qualité, bien entendu, on améliore le coût des produits. Mais l'impact sociétal est aussi important et permet de réduire les coûts pour la société. Est-il possible de tout normaliser? Alors les décisions politiques en matière de normes de qualité environnementale, elles sont plutôt de 4 ordres. La première, c'est de dire nous n'appliquons pas de standards, pas de normes. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt. Je parlais tout à l'heure du problème des médicaments dans l'environnement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas en mesure de pouvoir définir des doses précises qui permettraient d'établir une norme. Donc, tout le monde a conscience du problème de ces résidus de médicaments dans l'environnement, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments scientifiques pour pouvoir définir une norme fiable pour chaque famille de molécules. Donc c'est trop tôt. Alors nous n'avons pas de normes. Ou alors le manque de données fait qu'il est strictement impossible d'avoir des groupes de scientifiques internationaux capables de mettre une norme. Ou alors le risque est considéré comme acceptable par les spécialistes, et donc il n'est pas nécessaire d'aller appliquer une norme particulière si le danger est à un niveau suffisamment faible et non présent de manière significative pour qu'il soit nécessaire de mettre une norme. Donc là, c'est le premier paragraphe, nous n'avons pas de normes. Le deuxième type de politique mise en œuvre, c'est d'appliquer une valeur qu'on pourrait appeler une valeur de gestion. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement scientifique,
elle est basée sur un élément global décidé par un groupe de spécialistes, un groupe d'experts, et qui permet de protéger globalement sur une famille de molécules. C'est par exemple le problème des pesticides dans l'environnement, et si nous prenons la norme ou la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé sur les pesticides dans l'eau, nous avons une valeur en Europe qui est par exemple une valeur de 0,1 microgramme par litre de pesticides pour tous les pesticides, quelle que soit la nature chimique de la molécule. Alors scientifiquement, évidemment, ce n'est pas très robuste parce que chaque molécule peut avoir des effets différents. Mais les spécialistes se sont dit, si nous appliquons une valeur par molécule, on va être obligé de travailler pendant des années et on n'arrivera jamais à avoir une valeur fiable pour l'ensemble de tous les pesticides. Donc, fixons une valeur à la limite de détection des appareils de dosage de l'époque, puisque ça date à peu près des années 1970-80, et appliquons une valeur limite unique pour toutes les molécules. C'est une mesure de gestion qui n'est pas scientifique, qui est assez robuste et qui permet de protéger globalement la population. Donc là, ce type de situation va s'appliquer lorsque la situation est très complexe, que nous n'avons pas le temps d'attendre que les scientifiques travaillent pendant 10, 20 ou 30 ans pour mesurer chaque molécule, et ça permet de prendre une décision de gestion qui protège globalement la population. La troisième situation, c'est celle qu'on appelle le Threshold Toxicological Concern, donc une préoccupation toxicologique globale, qui est basée sur une analyse de plus de 600 molécules sur lesquelles des analyses ont été faites de toxicologie. Et en compilant l'ensemble des données, les spécialistes ont déterminé quelques valeurs limites qui permettent de protéger à 95% la population des risques. Donc c'est une valeur qui est aussi une valeur de gestion globale, mieux construite que ce que j'appelais tout à l'heure la valeur de gestion, et qui permet de protéger l'ensemble de la population. Lorsque la nature des dangers est trop diversifiée, que le manque de données est trop important, l'application de ce principe permet déjà de protéger en partie la population. Et enfin, nous arrivons au quatrième volet, qui est d'arriver à mettre une valeur réglementaire par type de danger. Alors là, ça veut dire qu'on a construit un travail intellectuel basé sur des données scientifiques robustes qui vont permettre de fixer une valeur limite d'exposition des populations. Alors l'OMS définit un risque acceptable, difficile d'admettre ce qu'est un risque acceptable, c'est-à-dire un risque que nous considérons arbitrairement comme pouvant être acceptable pour la population. C'est un cas de cancer supplémentaire pour 1 million d'habitants ou pour 100 000 habitants. Dans le cas du risque microbiologique, le risque peut être considéré comme acceptable, un cas d'infection pour 10 000 personnes. Bon, c'est un chiffre arbitraire de gestion politique décidant à partir d'un certain niveau, le système est acceptable. Alors, le principe, pour pouvoir établir ces normes, c'est de réunir et de sélectionner les meilleures données épidémiologiques et les meilleures données toxicologiques, lorsqu'elles existent, puis ensuite de définir la cible, l'organe sur lequel le toxique va agir, et l'effet critique. Une fois qu'on a défini l'effet critique qui peut être un cancer, un trouble cardiovasculaire ou différents types de pathologies, et que nous avons bien défini la cible, nous allons émettre des hypothèses toxicologiques qui sont ce toxique agit au-dessus d'un seuil ou n'a pas de seuil. Alors, le cas des produits cancérigènes, par exemple, est un toxique estimé sans seuil. Donc la dose la plus faible peut encore induire un effet. Alors que pour certains toxiques, comme par exemple les métaux, nous avons un niveau de seuil en dessous duquel il n'y a pas de risque avéré. Une fois que nous avons tous ces éléments, nous allons choisir les meilleures données, mettre autour de tout cela des facteurs d'incertitude permettant de mieux protéger les populations contre les doutes que nous pouvons avoir sur ces données, pour définir la dose journalière admissible pour les individus. Et puis, pour les molécules cancérigènes, une unité de cancer supplémentaire pouvant être induite par ces toxiques. Alors, dans tout cela, il faut être extrêmement prudent parce qu'il ne faut pas, en diminuant les doses ou en induisant des normes précises,
arriver à faire l'effet inverse, c'est-à-dire induire des risques. Alors, lorsque nous prenons, par exemple, un toxique organique classique, plus la dose va augmenter, plus le laser ne marche pas très bien, plus la dose va augmenter, et plus l'effet toxique va augmenter, et donc la santé va diminuer. Lorsque nous prenons des composants vitaux pour l'organisme, je pense par exemple à certains métaux ou au fluor, une dose trop faible va induire une déficience et donc des troubles sanitaires, une dose trop forte va induire des effets toxiques, et la bonne dose optimale permet une santé optimale. Donc il ne faut pas être ni trop faible ni trop fort. Et lorsque nous regardons, par exemple, certains métaux, nous retrouvons cette notion de toxicité qui augmente avec la concentration, mais avec une notion de seuil qui fait qu'en dessous d'une certaine valeur, il n'y a pas d'effet toxique. Alors quand on prend des cas encore plus complexes, c'est en particulier le cas des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des mélanges de molécules différentes, enfin des diversités de molécules différentes importantes. Vous avez par exemple des métaux comme le plomb ou le cadmium, vous avez des produits organiques comme certains plastifiants ou certaines hormones, et ces molécules vont, normalement, les hormones sont produites donc par les glandes endocrines, transportées dans le sang, les hormones interagissent sur les récepteurs, vont induire une transcription et une réaction. Les perturbateurs endocriniens agissent déjà à faible dose et agissent à différents niveaux. Certains perturbateurs endocriniens vont empêcher la glande de produire l'hormone, donc on va diminuer le taux d'hormones. C'est par exemple les ions perchlorates qu'on trouve dans l'environnement, qui sont issus par exemple des propulseurs de fusée ou des explosifs. Vous avez certains contaminants qui vont interagir avec le transport de l'hormone, en empêchant l'hormone de se fixer sur les protéines de transport dans le sang. Vous avez certains perturbateurs qui vont se fixer sur le récepteur et empêcher les hormones d'adhérer au récepteur, d'autres qui vont inhiber la transcription du récepteur, et puis certains qui vont perturber le métabolisme et favoriser une accumulation de l'hormone dans le corps. Donc vous voyez qu'on a une diversité de molécules importantes qui agissent au niveau de la perturbation endocrinienne et qui agissent sur de nombreuses cibles. Donc ça veut dire qu'en mettant une valeur limite réglementaire sur ces contaminants, il faut être capable de protéger contre l'ensemble des différents effets qui sont apparus. Alors les toxicologues, lorsqu'ils en ont les moyens, étudient les toxiques un par un et vont chercher la dose la plus faible qui induise un effet ou la dose la plus faible qui n'induise plus d'effet. Et pour obtenir cela, le travail se fait par des expériences, généralement des expériences sur des animaux ou des cellules, et nous avons des données qui sont des données expérimentales. En fonction de la dose, nous observons les effets, et nous voyons que quand la dose diminue, les effets vont diminuer jusqu'à atteindre un niveau de seuil qui va être le plus proche de celui des animaux non exposés. Et donc, à partir d'un certain niveau, nous considérons qu'il n'y a plus d'effet. Donc, les données expérimentales nous montrent ce seuil, autour duquel nous faisons un traitement statistique pour déterminer le niveau sans effet. Lorsque le toxique est un toxique sans seuil, la chose est encore plus compliquée, puisque nous avons des données expérimentales qui permettent de mesurer une diminution des effets en fonction de la dose, mais lorsque nous sommes aux très faibles doses, et étant donné que nous n'observons pas d'effet direct et que nous savons par ailleurs que ces toxiques sont actifs sans seuil, une extrapolation est faite. Alors selon les spécialistes, et il y a beaucoup de discussions, de combats scientifiques actuellement dans le monde sur ces notions, soit l'extrapolation est faite de manière linéaire, jusqu'à 0, ce qui est critiqué par un certain nombre de spécialistes, ou alors des extrapolations non linéaires. À partir de là, nous allons déterminer un excès de risque unitaire de cancer pour les populations. Donc, nous avons collecté des données épidémiologiques, ce qui veut dire
que l'épidémiologie a absolument besoin d'avoir un sérieux renfort d'aide pour pouvoir développer son efficacité et mesurer le plus possible les effets sur les populations. Car lorsque nous avons des données sur l'homme, les travaux sont beaucoup plus facilités plutôt que d'avoir des données sur l'animal. Donc, le plus possible, l'épidémiologie doit essayer de nous donner des informations des effets toxiques sur l'homme. Sinon, nous collectons un maximum de données obtenues sur des modèles animaux ou sur des modèles cellulaires. Ensuite, pour définir tous les organes, nous avons aussi besoin d'avoir un maximum d'informations précises et des données les plus récentes. Parfois, lorsque nous faisons une évaluation des risques et des calculs de doses limites pour certains toxiques, nous avons des données qui datent que des années 70, qui n'ont pas la robustesse de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc il faut développer les données toxiques, d'études toxicologiques sur les produits, avoir une bonne qualité de ces données, ce qui veut dire de l'assurance qualité développée autour des laboratoires qui étudient ces effets. Le plus possible, collecter les données sur l'homme qui permettent d'aller directement à l'essentiel de notre estimation et pouvoir avoir des données sur des essais in vivo qui soient extrapolables sur l'homme. Donc pour cela, étant donné que les toxiques sont des toxiques universels, bien entendu, nous retrouvons ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce besoin de coopération internationale. La liste des produits, je parle des produits chimiques, mais c'est valable aussi pour les risques microbiologiques et pour les risques physiques. Ces risques étant universels, bien entendu, plus nous serons associés pour faire ces mesures, plus nous pourrons obtenir des données collectives qui permettront d'avoir les normes universelles les plus efficaces. Lorsque nous avons obtenu toutes ces données et que nous les avons compilées, les groupes d'experts internationaux sont obligés de rajouter des facteurs de protection liés à l'incertitude sur les mesures. Alors ces incertitudes sont par exemple un facteur de 10 qui tient compte de la variabilité de sensibilité entre les différents hommes. Donc ça fait déjà une valeur qui va être diminuée d'un facteur 10. Puis ensuite, lorsque les essais sont faits sur les animaux, on va prendre une certaine précaution et donc on va rajouter un deuxième facteur qui va être un facteur 10 d'extrapolation de l'animal à l'homme. Et puis ensuite, lorsqu'on a des données qui ne sont pas des véritables données d'effets chroniques mesurés sur du long terme sur les animaux, on va rajouter encore un facteur 10, ce qui fait que vous voyez, si nous prenons déjà ces trois premiers facteurs, on va se retrouver avec un facteur 1000 de protection, 10 fois 10 fois 10, un facteur 1000 de protection par rapport à la valeur que nous avions au début et par rapport à la valeur finale qui va être produite. Ce qui fait que le public qui voit apparaître des valeurs de normes sur différentes molécules, par exemple, ne sait pas que derrière, il y a déjà un facteur 1000 de protection qui fait que le moindre petit dépassement de la norme n'est pas un risque majeur dans la mesure où il y a déjà une large gamme de sécurité qui a été mise en œuvre. Et puis nous avons d'autres facteurs d'incertitude qui peuvent être rajoutés. Donc, dans tous les cas, le consommateur est protégé au maximum par des valeurs qui sont parfois jugées trop excessives, notamment par les industriels qui vont produire les produits, mais qui sont liées au fait que si nous avions plus de données toxicologiques plus fiables et plus efficaces, nous pourrions réduire cette incertitude et être au plus proche de la vraie valeur. Donc, au final, ce que font les agences sanitaires et internationales, c'est de mesurer une dose critique qui va être exprimée, par exemple, en milligrammes par kilo de poids de masse corporelle et par jour. Nous rajoutons les facteurs d'incertitude derrière, et plus la science progressera, plus ces facteurs d'incertitude se réduiront, ce qui permet d'obtenir une valeur référence toxicologique qui ensuite va être modulée en fonction des différents apports. Si je prends ici le cas de l'eau, par exemple, nous avons la proportion du toxique qui va être apporté par l'eau et la proportion du toxique qui va être apporté par d'autres sources de contamination, qui peuvent être les aliments ou l'air, par exemple. En ayant calculé cette proportion, nous construisons à partir de là la part de la valeur limite toxicologique qui est due à l'eau, puis nous appliquons la théorie qui consiste à dire un nourrisson va boire 75 millilitres d'eau par jour, centilitres d'eau par jour, 1 litre
pour un enfant et 2 litres pour un adulte. Ce sont des valeurs qui sont fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Pour des masses corporelles de 5 kg pour le nourrisson, 10 kg pour l'enfant ou 60 kg pour l'adulte. Et nous obtenons une valeur limite. Donc vous voyez que toute la construction générale de ces valeurs limites est basée sur de la science. Elle est construite avec une expertise collective. C'est ça qui est très important, c'est de ne pas avoir un seul expert qui est censé détenir la vérité. C'est vraiment avoir un groupe d'expertise qui permet au niveau national et international de rassembler les meilleures compétences possibles. Puis ensuite, intelligemment, de mettre les facteurs d'incertitude liés à l'imprécision des données pour aboutir finalement à une valeur limite de protection de la santé. Et dans le cas des toxiques sans seuil, c'est-à-dire les génotoxiques, les données expérimentales vont être ensuite modélisées pour l'extrapolation aux très faibles doses. Et donc, on va encore appliquer ça aussi à un volume d'eau ou un volume d'aliments consommés par jour pour obtenir une valeur guide par rapport à un niveau acceptable de risque. Donc c'est toute une démarche sérieuse, objective, complexe, nécessitant des données toxicologiques les plus rigoureuses possibles, qui permet à ce moment-là, soit de ne pas aboutir à une norme parce que l'ensemble de l'expertise a dit qu'il n'y avait pas de risque, soit d'aboutir à une valeur limite qui soit la plus protective pour la population, tout en étant logiquement inclus dans une stratégie globale de développement à la fois de l'économie et de la santé des populations. Donc, ces normes de protection sanitaire environnementale sont absolument indispensables. Et elles ont pour objectif de protéger l'ensemble de la population, du nourrisson ou de la femme enceinte jusqu'à la personne âgée. Il est absolument nécessaire de prendre en compte toutes ces différences de sensibilité des populations, surtout aux périodes les plus vulnérables de la vie. Bien entendu, il est impossible de tout normaliser. Nous n'allons pas nous mettre des normes sur tous les contaminants de tout ce que nous trouvons dans l'environnement. Donc il faut une logique scientifique approuvée par l'ensemble des communautés techniques et scientifiques du monde pour obtenir des indicateurs, des systèmes qui permettent de pouvoir ne pas contrôler tout, mais pouvoir quand même garantir une protection d'exposition des populations. Par exemple, ça ne choque personne de savoir que chaque médicament mis sur le marché a subi des années d'études toxicologiques avant sa mise sur le marché. Ce n'était pas le cas pour les produits chimiques autrefois. Maintenant, en Europe, le programme qu'on appelle le programme REACH est un programme qui consiste à évaluer les effets toxiques de chaque nouvelle molécule mise sur le marché, qui évidemment va prendre un temps fou, parce que c'est très long, c'est compliqué, il y a toute une série de tests mis en œuvre, mais l'objectif, c'est de protéger vraiment les générations futures. Et bien entendu, il est toujours très difficile de trouver le juste milieu entre vouloir tout réglementer et vouloir le risque zéro et garantir la liberté des gens. Vous voyez, si nous prenons l'exemple du tabac et des cigarettes, nous disons aux gens, on interdit de fumer dans les lieux publics. Et tout le monde se met à hurler en disant, on nous interdit la liberté. Oui, mais la santé publique nécessite à un moment de mettre des normes, des valeurs, des interdictions qui protègent l'ensemble de la population contre un certain nombre de risques. Donc, les besoins que nous avons tous collectivement, c'est d'améliorer les voies scientifiques pour mieux prédire les effets de ces toxiques. Et surtout, le gros problème, c'est celui des mélanges. Car l'évaluation que j'ai montrée se fait molécule par molécule, ou micro-organisme par micro-organisme. Mais dans le cas des molécules, par exemple, c'est le mélange global qui va être celui auquel nous sommes réellement exposés. Et celui-là nécessite un niveau scientifique d'évaluation encore plus puissant. Donc nous avons un très grand défi à travailler tous collectivement sur les effets des très faibles doses pour pouvoir dire aux gens, écoutez, dans votre viande ou dans votre verre d'eau, vous avez telle et telle molécule, mais les concentrations sont tellement faibles que nous, scientifiques, pouvons vous dire qu'il n'y a pas de risque pour votre santé. Et pour pouvoir persuader la population et les convaincre, il faut vraiment que les données scientifiques soient suffisamment robustes et que les choses soient particulièrement bien démontrées. Et donc là, nous avons encore un gros travail à faire. Pour les risques microbiologiques, qui sont encore des risques particuliers, nous avons besoin de développer les modèles des doses infectieuses entre un micro-organisme d'exposition ou plusieurs. Donc là, les modèles ont besoin de se développer. Nous avons besoin de trouver de nouveaux indicateurs. Nous travaillons parfois encore avec des indicateurs qui sont
je dirais, pasteurien, qui date d'il y a assez longtemps. Et aujourd'hui, la biologie moléculaire nous apporte des éléments nouveaux. L'allergie est aussi un phénomène qui se développe et nous avons besoin de tests prédictifs de l'impact environnemental sur le développement des allergies. Je pense par exemple aux faibles doses d'antibiotiques que nous retrouvons parfois dans les aliments ou dans l'environnement et qui peuvent induire des effets allergiques sur les populations. Nous avons besoin aussi, en parallèle, de bien développer les études économiques de manière à bien évaluer l'impact de toutes ces décisions de gestion qui sont mises en œuvre, avec le coût de l'analyse. Analyser des centaines, des milliers de molécules a un coût énorme. Et donc, si le coût final consiste à ne faire qu'une seule analyse par an parce que ça coûte trop cher, le résultat n'est pas bon. Parce qu'il faut pouvoir suivre la pollution de l'air ou la pollution de l'eau très régulièrement. Donc, il faut toujours trouver un juste milieu le plus intelligent possible. Travailler sur la substitution des produits chimiques qui sont avérés comme étant les plus dangereux, et je pense en particulier, par exemple, en ce moment au cas du bisphénol A, qui est une molécule à effet perturbateur endocrinien, et puis le coût des traitements en général. Et nous venons de voir les machines à filtrer l'air. Imaginez si aujourd'hui tous les foyers doivent s'équiper d'une machine à filtrer l'air, le coût d'abord d'achat des appareils et en plus de consommation énergétique globale sur un pays, c'est absolument énorme. Donc il est évident que l'action, elle doit être mise sur la prévention, sur la bonne qualité de l'air, sur la bonne qualité de l'environnement, de manière à ne pas avoir à mettre ces solutions curatives en œuvre. Et aussi, nous devons absolument associer les sciences, je dirais les sciences biologiques avec les sciences humaines pour mieux évaluer l'acceptation des risques par les populations et savoir bien éduquer et informer les populations sur toute cette analyse des risques qui est faite en amont, de manière à ce que les gens aient confiance dans l'expertise, dans les experts, dans les relations entre le monde industriel et le monde scientifique, de manière à mieux protéger la santé des populations. Donc voilà la globalité de l'ensemble du problème qui nécessite vraiment une grande rigueur scientifique. Et je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de présenter ces exposés et pour la qualité de ces 2 jours que nous venons de suivre. Et un grand remerciement aussi aux traducteurs qui font un gros travail pour nous aider. Merci à tous. Je remercie le professeur Lévy. En l'écoutant, j'ai pensé à ce que disait Claude Bernard au XIXe siècle, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc, vous voyez, les choses ont peu changé en quelques années, mais je pense qu'il fallait rappeler cet aphorisme de Claude Bernard. Y a-t-il des questions pour M. Lévy ? Ben sinon, je vais lui en poser une, s'il n'y a pas de questions. Monsieur Lévy, je voudrais revenir sur le problème des doses minimes des radiations ionisantes. Parce que vous nous avez dit que les génotoxiques n'avaient pas de seuil. Ça a été très discuté. Pour certains, pour les radiations ionisantes, c'est un effet linéaire sans seuil. Pour d'autres, il y a un effet de seuil. Et pour d'autres, vous n'avez pas montré ce type de courbe. Il y a des courbes à nu. C'est-à-dire que les petites doses sont toxiques. Quand on augmente la dose, ça devient moins toxique. Et quand on augmente, ça redevient toxique. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu des différentes formes mathématiques des courbes pour les doses très très faibles? Oui, effectivement, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui dans l'évaluation des effets. C'est la capacité que nous pouvons avoir à détecter des effets à ces très faibles doses. Et en fait, les travaux scientifiques portent à la fois sur des modèles cellulaires et des modèles animaux. Et quand je parlais tout à l'heure de l'exposome, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données de tout ce que nous avons, de ce que nous appelons les omiques, protéomiques, métabolomiques ou autres, nous permettent d'observer des effets parfois intracellulaires à très faible dose. La grande difficulté derrière est ensuite, à partir du moment où nous observons un effet sur des cellules en laboratoire, d'être capable d'extrapoler l'information
à ce que pourrait donner une pathologie sur un organisme complet. Donc, la complexité de ces phénomènes fait qu'effectivement, beaucoup de polémiques tournent autour de ce problème des faibles doses, puisque sur certains modèles cellulaires ou animaux, nous observons soit aucun effet, mais sachant que le risque est génotoxique, les personnes, enfin les chercheurs, font l'extrapolation totalement linéaire. Ce qui est critiqué parce qu'on fait passer la ligne par zéro, ce qui n'est pas forcément le cas. Nous avons ceux qui vont estimer un niveau de seuil, mais sans avoir forcément la démonstration pour le faire. Et pour certains toxiques, nous observons cet effet d'hormésis qui est en fait un effet qui donne une courbe particulière en U, qui fait qu'à très faible dose, l'effet pourrait avoir non pas un effet positif, mais disons une absence d'effet négatif, pour ensuite passer par un niveau un peu plus positif et redevenir négatif. On l'a vu aussi d'ailleurs pour d'autres éléments, comme par exemple l'alcool. Donc, la grande complexité et en fait la grande polémique qui tourne autour de tout cela, c'est le manque de données. C'est-à-dire que nous travaillons là dans le très peu visible et le très difficile à mettre en évidence. Et donc, le grand travail que nous avons tous collectivement besoin de faire, c'est justement de travailler sur ces très faibles niveaux qui sont très difficiles à observer, de manière à pouvoir établir une bonne fois pour toutes l'éventuelle linéarité ou non-linéarité de ces faibles doses. Et le niveau scientifique nécessaire est très important, et je pourrais le mettre un peu en parallèle avec le niveau scientifique nécessaire pour aborder l'effet toxique des mélanges, qui est aussi quelque chose d'énorme, parce que quand vous mettez en mélange certaines molécules, vous pouvez avoir des effets synergiques, c'est-à-dire que les 2 molécules ou 3 molécules ensemble vont démultiplier leur effet et produire un effet toxique nettement supérieur à ce qu'elles auraient eu de manière indépendante. Et dans certains cas, nous observons l'inverse, c'est-à-dire un effet antagoniste, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules, l'une avec l'autre, annulent leurs effets, et donc la toxicité diminue. Alors vous imaginez la compilation des milliers de molécules présentes dans notre environnement, le nombre d'expériences qu'il faut faire pour réussir à mesurer tous ces effets, c'est un plan d'expérience gigantesque, et donc plus nous serons nombreux à travailler sur ces éléments, plus nous aboutirons au résultat.